C'est parti, donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc à notre webinaire Simplicure, donc qui est proposé aujourd'hui avec Olivier Wieser qui nous parlera donc de l'approche phytothérapeutique pour favoriser la régulation du métabolisme des glucides. Bonjour Olivier, comment allez-vous? Salut, très bien. Toi aussi? Oui, très bien, merci beaucoup. Ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, quelques petits rappels destinés à tout le monde au niveau du fonctionnement de Big Marker. Donc, tout d'abord, tout au long de la présentation, vous pouvez bien sûr interagir avec nous et nous poser vos questions, surtout à Olivier, grâce à la rubrique chat et Q&A, donc questions et réponses. Et on prendra un temps à la fin de ce webinaire pour y répondre. Ce que je propose maintenant, c'est que Olivier, vous commenciez à vous présenter et à aborder le sujet. Et si ça vous va, je vous laisse la parole. Ok, très bien. Merci. Eh bien, bonjour à tout le monde. Je suis heureux de partager ces quelques informations sur cette plateforme et alors surtout d'intégrer certains de nos produits auprès de la distribution Simplicure, une structure sélective à mon sens et très dynamique. Je suis donc Olivier Wieser, le directeur du laboratoire d'INAROP, laboratoire de phytothérapie et de compléments alimentaires. Je vous propose de présenter ce webinaire en deux parties. Une première en vous présentant brièvement le laboratoire et notre philosophie. Et je propose alors de proposer 2-3 produits phares de chez nous. Et puis rapidement d'embrayer sur les approches phytothérapiques possibles pour mieux gérer le métabolisme des glucides. La phytothérapie, c'est quoi? Eh bien, selon moi, c'est l'art de se soigner par les plantes. Elle existe évidemment depuis des millénaires et elle a beaucoup évolué avec le temps. Elle ne doit pas être perçue comme une médecine parallèle, mais elle doit surtout s'intégrer dans une médecine moderne et elle sera toujours une réponse individuelle à notre organisme pour corriger certains dysfonctionnements, rester en bonne santé ou rééquilibrer notre organisme. Dinarop, c'est une société qui recherche à innover. La création de produits se réalise par rapport à la demande du secteur médical et indirectement des patients. Et pour ce, nous collaborons avec différents médecins, phytothérapeutes, aromathérapeutes. Lors de la mise en place de certaines formulations, on se base sur des études liées aux plantes et surtout sur l'expérience de nos différents médecins collaborateurs. On propose des produits à plantes uniques ou des produits à plantes associées pour offrir une meilleure synergie et pour cibler la pathologie bien définie. Nos matières premières, donc des extraits secs de plantes et autres teintures mères, sont sélectionnés sur base de leur concentration en composés actifs. On va toujours privilégier des dosages élevés en composés actifs. Pour moi, la phyto est très efficace à partir du moment où elle est bien utilisée, c'est-à-dire des fois préventivement ou en début de symptômes, mais surtout quand elle est très bien dosée. On travaille, on collabore avec des fournisseurs de confiance depuis des décennies. Tous nos produits sont fabriqués dans nos ateliers au sein du laboratoire. Ça signifie qu'on va vraiment gérer l'ensemble de la chaîne de fabrication et pouvoir alors cibler vraiment une bonne traçabilité de nos produits. On peut proposer des produits à thème très variés, des allergies aux problèmes de mémoire, de thyroïde. On a plus de 50 produits. On va retrouver chez nous des produits à plante unique. Le but alors étant de mettre en évidence le mode d'action bien spécifique de la plante et de donner aux produits un usage bien ciblé en fonction des propriétés de la plante. Par exemple, on va plutôt proposer du desmodium qui est contenu dans le dinadium pour développer beaucoup plus les propriétés hépatoprotectrices de la plante. Par contre, au niveau hépatique, on peut proposer du chrysanthellum americanum
qui est contenu dans le Dinacol aux propriétés beaucoup plus cholérétiques et donc, si on veut, plus rechercher un produit qui va drainer les voies biliaires. On peut proposer aussi des associations de plantes, comme dans le Dinazil, dans le Dinathyrox, dans le Moral Plus. On ne va jamais retrouver plus de 3-4 plantes dans nos produits. Sinon, eh bien, on ne sait plus qui fait quoi au sein du produit. Et surtout, les plantes manqueront de dosage. On recherche toujours, de par l'association des plantes, à offrir une bonne synergie. Et en cas de recherche de nutriments, on va toujours privilégier l'usage de plantes, comme par exemple, on va proposer du lithotam pour reminéraliser. Voilà un exemple parmi tant d'autres. Au niveau des galéniques, eh bien, on propose des comprimés à base de poudre de plantes. Ça se fait surtout quand on veut garder l'ensemble des oligo-éléments de la plante, hein, et c'est notamment le cas pour le lithotam. À côté de ça, on peut proposer aussi des extraits secs aqueux ou hydroalcooliques. Et les extraits secs sont rationnés, c'est-à-dire un ratio de 7 pour 1 ou 10 pour 1. Par exemple, alors le ratio 10 pour 1 signifie qu'il faut 10 kg de plantes sèches pour fabriquer 1 kg d'extrait sec. Et donc, plus le ratio est élevé, plus l'extrait est concentré. On peut retrouver aussi et c'est très souvent chez nous le cas, des extraits secs titrés en composés actifs, comme le safran qui est titré en safranol, l'ashwagandha qui est titré à 35% de butanolide. Le but alors, c'est de garantir un niveau de concentration défini de base et aussi de garantir une qualité constante d'un lot de fabrication par rapport à un autre. Au niveau de la galénique, on peut se retrouver aussi sous forme de teinture mère. C'est le cas pour les teintures mères d'échinacée, de propolis. On propose aussi des produits à base d'huile essentielle, comme par exemple dans le Dinaprolis qu'on voit ici en bas avec la Palmarosa ou la Ravinsara. En extrait fluide, alors sous flacon, en extrait liquide, on retrouve aussi des sirops chez nous, le Dinasuro notamment, à base de fleurs et de baies de sureau, qu'on associe avec des extraits fluides, notamment les extraits fluides de serpolet, donc thym sauvage, marrube blanc. Voilà les différentes galéniques qui sont présentes chez nous. Il existe donc plusieurs produits chez nous, en nombre de 50, 55, qui touchent des thématiques très, très différentes. Je vous propose de passer en revue, comme je le disais, 2-3 produits phares chez nous, et notamment l'Alertab, qui est ici un produit très intéressant, 100% naturel, pour lutter efficacement contre les allergies. Il va contenir quoi? Eh bien, il va contenir de la quercétine et du grand plantain. Qu'est-ce que la quercétine? Eh bien, c'est un antioxydant flavonoïde qu'on retrouve dans le monde alimentaire également, dans des oignons jaunes, dans des pommes, dans des brocolis. On retrouve aussi cette quercétine dans une plante ornementale qui est la Sophora japonica. Et c'est de là alors qu'on retire notre extrait de quercétine. Elle a une action antioxydante, anti-allergique, anti-inflammatoire spécifique. Elle a une action de stabilisation des mastocytes, ce qui permet d'inhiber la production d'histamine et d'avoir justement cette activité antihistaminique naturelle. Elle inhibe également la production des médiateurs, des principaux médiateurs inflammatoires tels que les leucotriènes ou les prostaglandines. On l'associe dans l'Alertab avec le grand plantain qu'on visualise ici en bas à gauche. On a tous rencontré cette mauvaise herbe qu'on retrouve dans nos jardins, le long des chemins, le long des ruisseaux également. Il a des feuilles larges et une fleur allongée, pas confondre avec le plantain lancéolé, qui lui a, comme son nom l'indique, des feuilles plus allongées en forme de lance. Le grand plantain est un bon remède de terrain suite à une piqûre d'insecte ou une piqûre d'ortie. On utilise ces feuilles comme remède de terrain. Suite à cette piqûre, on frotte donc
ces feuilles de grands plantains suite à une piqûre d'ortie, par exemple. Et d'ailleurs, on retrouve d'ailleurs souvent ce grand plantain à proximité des orties. Je dis souvent d'ailleurs que la nature est bien faite. On a le poison et l'antidote à proximité. Les feuilles de grand plantain contiennent du mucilage aux propriétés plutôt émollientes et donc calmantes. On va retrouver aussi des propriétés anti-allergiques par inhibition des IgE, par inhibition de la dégranulation des mastocytes, propriétés du grand plantain antibactérienne, anti-inflammatoire, par inhibition de la COX-2, de la lipooxygénase 5, du NF-kappa B, et donc c'est vraiment une plante qui va aider en cas d'infection respiratoire et qui va justement aussi bloquer toute cette cascade inflammatoire. Comment bien l'utiliser? Eh bien, on va l'utiliser en aigu. On ne va pas hésiter à monter à des 6 comprimés par jour qu'on peut associer avec d'autres plantes de chez nous, artisome ou ribata, pour renforcer l'activité anti-inflammatoire. Ou alors, on peut l'utiliser en traitement de fond, c'est-à-dire durant toute la saison propice au développement de l'allergène. Et donc, on va conseiller 2 comprimés par jour durant les mois propices à son allergène. Des journées pluvieuses, on va se maintenir à 2 comprimés par jour, ça va suffire. Par contre, si on a des journées ensoleillées, plutôt sèches, venteuses, il ne faut pas hésiter à demander au patient d'augmenter ses prises, étant donné qu'il sera beaucoup plus en contact avec son allergène, et donc on peut monter dans ce cas-là à des 4, voire même 6 comprimés par jour, même préventivement. La période propice à son allergène peut être définie sur base du calendrier pollinique. S'il est allergique aux noisetiers, aux aulnes, eh bien, il prendra plus un traitement de fond durant le début d'année, janvier, février, mars, à raison de 2 comprimés par jour, et jongler avec ses posologies en fonction du contact qu'il aura avec son allergène. Si le patient est allergique plutôt au bouleau, au peuplier, on va plutôt cibler les mois d'avril-mai, propice évidemment au développement de ce type d'essence-là. Et s'il est allergique aux graminées engendrant ces rhumes des foins, on va plus cibler alors les mois de mai, juin ou juillet. Autre produit intéressant brièvement chez nous, eh bien, en cas de stress, on a le Minstress. Le Minstress est à base de quoi? Eh bien, à base d'ashwagandha, à base de biglycinate de magnésium, à base de taurine, vitamine B6, B9, B12. On propose dans le Minstress un ashwagandha de grande qualité, un extrait sec d'ashwagandha qui est hautement titré en 8-anolide, un extrait breveté, purifié, concentré en 8-anolide, 35%, pour lequel des études cliniques ont été menées et ces études ont prouvé une efficacité à 120, voire même 60 mg sur des sentiments de dépression, de stress, d'angoisse et même de sommeil. Dans cette formule, on associe aussi, comme je le disais, le magnésium sous forme de biglycinate. J'aime bien ce sel parce que ce biglycinate est un sel qui est très bien disponible, un très bon transporteur d'oligo-éléments, n'a pas d'effet laxatif et il est très bien dosé en oligo-éléments. Donc, on va retrouver 30% d'éléments magnésium au sein de ce biglycinate. On l'associe dans le Minstress avec de la taurine, de la vitamine B6, qui sont des cofacteurs et donc des cofacteurs du magnésium et donc qui vont permettre de mieux assimiler le magnésium. B6, B9, B12, des vitamines indispensables pour la production d'énergie, pour le bon fonctionnement du système nerveux central, pour également réguler l'homocystéine qui est souvent trop élevée alors en cas de stress. À côté d'un produit pour le stress, on a un produit pour le sommeil qui se prénomme donc Max Sleep. Max Sleep, c'est aussi à base d'ashwagandha. Pas hésiter à utiliser cette plante autant la journée que avant d'aller dormir. C'est vraiment une plante qui va réguler le cycle sommeil-veille. On l'associe avec l'escolzia, on l'associe avec le magnésium, la vitamine B6
et la mélatonine. L'ashwagandha, c'est toujours le même, 35% de 8 anolides. C'est le même que dans le Max Sleep, un extrait sec donc hautement concentré en 8 anolides. L'Escolsia californica, c'est une plante qu'on appelle aussi le pavot de Californie. Cette plante contient de nombreux alcaloïdes. Elle fait partie aussi de la famille des coquelicots. Et ces alcaloïdes ont une action sur le système GABAergique, notamment en augmentant les liaisons GABA à ces récepteurs, en se liant aux récepteurs des benzodiazépines. Elle va agir aussi sur la sérotonine en se liant au récepteur sérotoninergique 5-HTP, ce qui permet alors d'annoncer un travail sur le processus d'endormissement. Le but étant de limiter les périodes d'endormissement, de mieux trouver son sommeil donc, et d'augmenter la qualité et l'efficacité du sommeil. On a dans le Max Sleep, comme je le disais, du magnésium toujours sous forme de biglycinate, j'y reviens pas, de la vitamine B6 pour améliorer l'assimilation du magnésium et la mélatonine, qui est évidemment une hormone qui est produite et synthétisée dans l'épiphyse sous l'influence de la lumière et du tryptophane. Si la lumière diminue, alors la production de mélatonine augmente et alors on commence à avoir sommeil. Et donc, cette mélatonine est largement impliquée dans le déclenchement du sommeil. Minstress, Max Sleep, voilà deux excellents produits chez nous. En cas de stress, en cas de trouble du sommeil. Après, ces deux produits peuvent tout à fait être combinés, surtout si on a un patient avec un stress déjà bien installé pour lequel des troubles du sommeil se développent. Pas hésiter, comme je le disais aussi tout à l'heure en début, en phyto, des fois d'augmenter, en tout cas de travailler avec de bons dosages et pourquoi pas d'augmenter les traitements, les dosages dans les débuts du traitement. Donc on peut très bien, en cas de stress et troubles du sommeil, associer Minstress 2 comprimés par jour, un matin, un midi, et Max Sleep le soir. Je suis persuadé que le patient, déjà après une semaine, 10 jours de traitement, verra la différence. Donc voilà, ça c'était pour une brève présentation du laboratoire et comme je disais, 3 produits que j'avais envie de mettre en évidence. Focus maintenant sur le thème qu'on aborde aujourd'hui, l'approche phytothérapeutique pour favoriser la régulation du métabolisme des glucides. On peut aborder ce thème avec une brève théorie sur les types de diabète et passer alors sur les approches naturelles en question. Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il existe 2 types de diabète, un diabète de type 1 ou insulino-dépendant, qu'on dit aussi diabète juvénile, ou alors le diabète de type 2, qu'on dit alors non insulino-dépendant ou insulino-résistant. Il apparaît après l'âge de 40 ans, mais peut aussi apparaître plus tôt. Et donc, voilà, il apparaît après 40 ans. C'est vrai que c'est pour ça qu'on l'appelle aussi le diabète de maturité. Mais c'est vrai qu'on l'observe aussi chez des enfants, des ados en surpoids ou obèses, et il s'installe ainsi de manière progressive et doit être dépisté au plus tôt afin de prendre le patient en charge de manière la plus précoce possible. Le diabète de type 1, rapidement, touchera 10% de la population. C'est une maladie auto-immune. Les cellules de l'îlot de Langerhans, du pancréas, donc, qui fabriquent de l'insuline, sont détruites par le système immunitaire. Le pancréas produit trop peu ou brusquement plus d'insuline et la glycémie augmente. Il est en général, le diabète de type 1, irréversible. Les traitements sont des traitements d'injection d'insuline avec surveillance stricte. On peut ajouter à ça des changements d'habitude de vie ou des approches naturelles, mais ce, tout en gardant évidemment les traitements d'injection d'insuline. Diabète de type 2 concerne, lui, 90% des diabétiques. Cette maladie est surtout grave aussi par
par ses complications au niveau du cœur, au niveau des nerfs, au niveau des reins, au niveau du système cardiovasculaire. Elle résulte de deux phénomènes qui sont étroitement liés. D'une part, une résistance des cellules à l'action de l'insuline. Nos cellules deviennent progressivement incapables de bien utiliser le glucose, et alors ce qui entraîne une augmentation du taux de sucre sanguin. Et d'autre part, pour compenser et maintenir une glycémie normale, le pancréas fabriquera davantage d'insuline. Mais après une certaine évolution, il s'épuisera et la concentration et plutôt je veux dire la sécrétion diminue, avec pour conséquence un taux de glucose sanguin qui restera anormalement élevé. Les traitements en cas de diabète de type 2 eh bien, sont des médicaments hypoglycémiants. Et là, on a tout intérêt à motiver le patient à changer ses habitudes de vie, à le stimuler dans une perte de poids si nécessaire et à mettre en évidence des approches naturelles. Des approches naturelles qui seront très importantes dans les débuts de diabète, approches naturelles qui seront intéressantes dans les diabètes de type 1, mais comme je disais, en soutien d'un traitement insulinique, et dans le diabète de type 2, en combinaison aussi avec des des hypoglycémiants, ou pas. Mais en tout cas, dans les diabètes de type 2, ces traitements approches naturelles sont très intéressants. Attention aussi, notez que l'action des plantes n'est pas inoffensive. Un traitement à base de plantes ira toujours dans le même sens, alors dans ce cas-ci, qu'un traitement médicamenteux, et donc mieux vaut maintenir un contrôle médical sérieux et strict, régulier en tous les cas. Quelles sont les approches et les mesures de prévention à mettre en place ? Comme le diabète de type 2 s'installe de façon progressive, il doit être dépisté au plus vite. Et donc, il faut essayer de s'assurer une prise en charge la plus précoce, d'où l'importance des mesures de dépistage. Il est conseillé alors de contrôler la glycémie dès l'âge de 40 ans certainement. Plus on détecte tôt la maladie, et bien évidemment, plus les risques de complications au niveau du cœur, au niveau des nerfs, au niveau des vaisseaux sanguins et des reins s'amenuiseront. D'où l'intérêt des mesures de dépistage qui se feront eh bien, par une prise de sang à jeun, par un contrôle de l'hémoglobine glycosylée. On en profitera pour contrôler la tension artérielle, suivi de la courbe de poids, parce que le surpoids, l'obésité sont des facteurs aggravants aussi de troubles glycémiques. Et donc, on suit cette courbe de poids de manière assez intense. Mesures à prendre, eh bien, alimentation saine, équilibrée, adapter son hygiène de vie. Très rapidement, évidemment, ça signifie changer certaines mauvaises habitudes. Tout ça, on le sait, mais c'est des fois intéressant de rappeler tout ça auprès du patient. Changer de mauvaises habitudes, mais en se fixant des objectifs raisonnables et progressifs. Les fumeurs arrêteront de fumer. On va adapter son alimentation, manger plus sainement, diversifier, moins sucré. On ne va pas interdire tous les aliments, toutes les boissons, mais il faut les adapter dans de bonnes proportions, hein, et pourquoi pas se baser sur la pyramide alimentaire. Cette pyramide alimentaire qui permet donc en fait de distinguer les aliments à favoriser qui sont situés à la base, les aliments tolérés qui sont situés au milieu et ceux qui sont à consommer occasionnellement qui sont alors situés au sommet. Cette pyramide que je présente ici est des années 2020. Elle a été la première pyramide, date des années 70. Elle a beaucoup évolué évidemment. Et ici, celle de 2020 se veut plus équilibrée et plus durable. Qu'est-ce qu'elle nous a apporté de plus comparé à son ancienne version, je dirais ? Eh bien, l'édifice, le sommet a été détaché
de la pyramide pour bien insister sur le fait que ces aliments sont non indispensables, c'est-à-dire les produits gras, sucrés, les viandes transformées, les boissons sucrées sont bien des aliments non indispensables. Qu'est-ce qui a aussi changé? Eh bien, au lieu de signaler 2 fruits par jour, on parle de quantité de fruits, 250 grammes par jour. La même chose pour les légumes à gauche. Les céréales au milieu, les céréales complètes ont pris une place plus importante. Petit détail, pour des raisons de durabilité, la bouteille en plastique a été remplacée par une gourde et une bouteille en verre. La banane a été remplacée par une tranche de melon. Voilà, quelques petites adaptations de cette pyramide alimentaire. L'effort physique est aussi fortement stimulé à la base de cette pyramide. Sans aller trop loin aussi, quelles sont les bonnes habitudes à mettre en place? Privilégier les aliments, privilégier plutôt manger à des heures régulières, jamais entre les repas, éviter de grignoter donc, prendre de l'eau à volonté, manger des légumes, des fruits, privilégier les aliments riches en fibres, comme les céréales complètes, parce que ces aliments vont ralentir le passage du sucre dans le sang et donc limiter les pics de glycémie. Ces aliments vont aussi gonfler dans le tube digestif et donc vont augmenter la sensation de satiété chez les patients. À privilégier les aliments contenant peu de matière grasse, les modes de cuisson en papillote, vapeur, je vais un peu vite, les graisses animales, d'origine animale, charcuterie, viande grasse. C'est vrai que les mauvaises graisses sont des ennemis, évidemment, encore plus pour le diabétique. Mauvaises graisses, les graisses trans disent alors cholestérol qui va encore plus abîmer chez un diabétique les vaisseaux sanguins. Attention donc aux graisses trans, je le disais, attention à ne pas saler trop vos plats et attention aux plats surgelés qui sont souvent très salés. Limiter la consommation de sucre, attention au sucre qu'on met dans le café, limiter les boissons alcoolisées, les boissons sucrées comme le soda, et alors limiter les grignotages qui sont les pires ennemis d'une alimentation saine et équilibrée. Autre moyen de prévention à mettre en place à côté du dépistage et de l'alimentation saine, eh bien, c'est l'exercice physique. Faire de l'exercice physique, c'est important évidemment, mais ça peut signifier tout simplement bouger. C'est certains patients, il ne faut pas vouloir en faire de trop. D'ailleurs, même je dis souvent, chez des personnes obèses, mieux vaut d'abord perdre 10% de leur poids avant de se lancer dans un effort physique qui peut être trop intense pour eux. Donc l'effort physique doit être clairement adapté et progressif. Ça peut être passer l'aspirateur, jardiner, promener son chien, etc. Contrôle du poids fait aussi partie d'une approche à mettre en place pour mieux lutter contre la glycémie. Le contrôle du poids est important. Le poids est une conséquence de la maladie. Dans les diabètes de type 2, les cellules devenant insulino-résistantes, le sucre n'est plus transporté par l'insuline dans les cellules du corps et n'est plus utilisé par celles-ci. Le glucose est alors stocké sous forme de graisse, de triglycérides, essentiellement dans les cellules adipeuses, et donc on a une prise de poids. Cette prise de poids alors qu'il ira crescendo au fur et à mesure que la maladie se développera. Le surpoids est aussi un facteur favorisant l'apparition de la maladie, surtout du diabète de type 2. De plus en plus d'études, ici qu'on voit dans le bas aussi, j'ai mis la référence, de plus en plus d'études ont démontré l'importance de la perte de poids, voire la rémission du diabète de type 2 due à une perte de poids. Contrôler son poids, eh bien, en contrôlant son indice de masse corporelle, en apprenant à manger correctement, en bougeant plus, par une approche naturelle, phytothérapeutique que je développerai aussi par la suite. Quelles sont les approches naturelles et les substances et les plantes
intéressante qu'on va parcourir ensemble aujourd'hui pour mieux gérer sa glycémie. Eh bien, la cannelle, le banaba, le Gymnema sylvestri, l'acide alpha-lipoïque, le thé vert, le mûrier blanc, le sureau noir, une lactobactérie, la Lactobacillus gasseri, vont être des plantes, des substances intéressantes à avoir en tête pour mieux gérer le taux de sucre sanguin. Et notamment mieux gérer l'apport de sucre, on verra ça un peu plus en détail. Le Cinnamomum verum, donc c'est la cannelle de Ceylan. Ne pas confondre avec le Cinnamomum cassia, qui s'appelle aussi la cannelle de Chine. Cette cannelle est la cannelle de Chine est trop concentrée en coumarine, et donc en fait ces coumarines engendrent un effet de surcharge sur la zone hépatique, et donc la Cinnamomum cassia, la cannelle de Chine, est plutôt à éviter. Pour gérer la glycémie, on va donc proposer le Cinnamomum verum, et c'est l'écorce qu'on va proposer. Le Cinnamomum verum est originaire de l'Inde, cultivé au Sri Lanka notamment. Composition, eh bien, la cannelle est composée d'amidon, d'oligomères pro-anthocyanidine, de catéchine, d'épicatéchine, d'huile essentielle, d'oligo-éléments, propriétés antioxydantes, antidiabétiques, toniques, digestives. Quel est son mode d'action? Eh bien, elle va permettre de diminuer la glycémie et réguler l'hémoglobine glycosylée sur plusieurs mois de traitement. Elle aura aussi une action intéressante au niveau du LDL. Elle permet aussi de diminuer la résistance à l'insuline. Elle a une action d'imiter l'action de l'insuline en augmentant la capacité d'absorption du glucose par les cellules graisseuses. Elle va bloquer le fonctionnement de l'alpha-amylase, une enzyme qui transforme l'amidon en glucose. Et la cannelle a aussi une activité antioxydante protectrice des cellules endothéliales. Plusieurs études ont confirmé la bonne efficacité de la cannelle, et notamment une étude qui a fait prendre à un groupe du Cinnamomum verum 10 pour 1 à raison de 2 fois 500 mg. Un autre groupe était le groupe placebo. Ils ont pris ça avant un repas standard de pain blanc, après avoir jeûné toute la nuit. La glycémie alors été mesurée 2 heures après le repas. Qu'est-ce qu'il en est conclu? Eh bien, on voit alors ici une nette diminution, évidemment, de cette glycémie qui a été mesurée, et comparée au groupe placebo, on a une diminution de la glycémie postprandiale de plus de 20%. Une plante donc intéressante pour gérer cette glycémie postprandiale. Autre plante qu'on passe en revue, le banaba. Et ce sont ces feuilles qu'on utilise. Elle est illustrée ici sur le slide. Elle ressemble au lilas de chez nous. D'ailleurs, son nom commun s'appelle aussi le lilas des Indes. On utilise ces feuilles, et cette plante est originaire des Philippines et de l'Asie du Sud-Est. Elle est titrée en acide corzolique. Voilà surtout son composé actif intéressant, des tannins, propriétés antidiabétiques, antioxydantes, et travaillera aussi sur l'obésité. Mode d'action, elle diminue la résistance à l'insuline. Elle permettra aussi d'inhiber l'absorption du glucose au niveau intestinal, ce qui aura un intérêt dans les pics d'insuline, et donc dans le contrôle de la glycémie postprandiale. Elle active aussi les récepteurs à l'insuline. Une méta-analyse ici, donc une analyse d'ensemble d'études cliniques, a démontré que l'extrait de banaba avait une efficacité donc sur cette diminution de glycémie à jeun et la glycémie postprandiale de 10 à 15%. D'autres études sont disponibles, j'en ai pris juste une ici. Vous avez les références aussi ici en dessous. Voilà, j'ai parlé de la cannelle, j'ai parlé du banaba. On a ces deux plantes dans un produit chez nous qui s'appelle le glycéphite, qui va permettre justement de réguler le taux de glucose sanguin, et sur plusieurs mois de traitement,
de normaliser l'hémoglobine glycosylée. On va l'utiliser à raison de 2 comprimés par jour qu'on va prendre au repas principal. Une plante intéressante que j'expose aussi, c'est le Gymnema sylvestri. Gymnema sylvestri, ce sont ces feuilles qu'on utilise. C'est une plante grimpante, originaire des forêts tropicales de l'Inde. Et cette plante est très riche en un composé actif, l'acide gymnémique. C'est le composé principal de cette plante et le composé actif même de cette plante. Et cette plante a longtemps été utilisée dans la médecine ayurvédique. Son nom latin gumar signifie destruction de sucre. Aujourd'hui, on utilise cette plante pour traiter certains diabètes, certains syndromes métaboliques, pour stimuler la perte de poids. Elle a une action à haut dosage et elle a aussi une action à faible dosage. À haut dosage, eh bien, elle contrôlera de manière simple, de manière générale, contrôlera la glycémie. Elle stimulera la régénération des cellules pancréatiques qui sécrètent l'insuline. Et ici, ce qui nous intéresse et que je trouve original, c'est son mode d'action à faible dosage. Les acides gymnémiques du Gymnema sylvestri à faible dosage doivent être alors en contact avec la langue et nos papilles gustatives et vont imprégner les papilles gustatives et combler leurs récepteurs liés à la saveur sucrée. Ce qui engendrera alors un effet de saturation ou un effet anesthésiant sur nos papilles gustatives et ce qui va permettre de diminuer les envies de sucre et qui dénaturera aussi le goût du sucre et donc le plaisir de prendre du sucre. Une étude qui a été menée chez des étudiants notamment, ces étudiants ont été amenés à goûter différentes substances, du sel, du sucre, de l'aspartame, des bonbons et des M&M's. Ils ont alors évalué la saveur de ces substances au niveau saveur sucrée, aigre, salée ou amère. Ensuite, chaque étudiant a pris du gymnéma et à nouveau goûté les substances de base, le sel, le sucre, l'aspartame, les bonbons et les M&M's, et ont réévalué les saveurs sucrées, aigres, salées de ces substances. Sur le schéma, on a ici présenté au niveau du sel comment ça se passait. Le sel n'a pas de goût de sucré avant la prise de gymnéma ni après la prise de gymnéma. Le sel a un goût salé avant la prise de gymnéma et le même goût salé après la prise de gymnéma. Donc, il n'y a pas de différence sur les différentes saveurs suite à la prise de Gymnema sylvestri par rapport au goût salé si on prend du sel. Là, pour l'aspartame, eh bien, on a la saveur sucrée qui est diminuée de 50% suite à la prise de Gymnema sylvestri. Concernant le sucre, eh bien, la saveur sucrée du sucre était répertoriée à 100% avant la prise de Gymnema et a diminué carrément de 100% suite à la prise de Gymnema. Pour les M&M's, on a une forte diminution aussi de la saveur sucrée des M&M's, une saveur amère qui est augmentée. C'est vrai que le Gymnema sylvestri, cette plante, est une plante aussi au goût fort amer. Et alors, la dernière substance, c'était les bonbons. On a remarqué alors, du coup, avant, après une prise de Gymnema sylvestri, pour les saveurs sucrées, une nette diminution aussi de cette sensation sucrée. Pour résumer, on va surtout retenir la modification spectaculaire de la sensation sucrée et la mise en évidence, après imprégnation des papilles gustatives, de l'effet du Gymnema pour le sucre, pour les M&M's et les bonbons, avec une diminution de 100% pour le sucre, 95% pour les M&M's et les bonbons.
On va retrouver du Gymnema sylvestri dans un produit chez nous qui va permettre justement, à faible dosage, 15 mg par comprimé, de diminuer l'envie d'aliments sucrés. On l'a légèrement aromatisé avec de la menthe et de la réglisse parce que, comme je le disais, c'est une plante aussi fortement amère qui a un goût très spécifique, donc qui imprègne vraiment nos papilles gustatives. Et donc on l'a légèrement aromatisé avec de la menthe, de la réglisse pour faire passer un peu plus ce goût. Propriété, je l'ai dit, anesthésiante et donc limitant les envies d'aliments sucrés. Comment l'utiliser? On va prendre 2, 3, 4, 5, 6 comprimés par jour quand l'envie de sucre est là ou quand on a envie de grignoter. Un petit mot sur l'acide alpha-lipoïque, un composé organosoufré qu'on retrouve dans notre organisme, dans les mitochondries. Notre alimentation contient aussi en petite quantité dans des viandes rouges, dans les abats, dans la levure de bière, etc. L'acide alpha-lipoïque joue un rôle crucial pour la production d'énergie. Sans acide alpha-lipoïque, les cellules seraient incapables de métaboliser le sucre et de les transformer en énergie. L'acide alpha-lipoïque est un excellent antioxydant, un antioxydant lipophile, hydrophile, donc il est à la fois hydrosoluble et liposoluble. Ça veut dire qu'il va accéder à n'importe quelle partie de nos cellules. Il va traverser la barrière hémato-encéphalique et pénétrer aussi ainsi dans notre cerveau pour prévenir le vieillissement cérébral. L'acide alpha-lipoïque permet aussi, en tant qu'antioxydant, d'amplifier le bénéfice d'autres antioxydants, comme la vitamine C, comme la coenzyme Q10, le glutathion notamment. L'acide alpha-lipoïque est également un must dans le diabète pour une meilleure régulation du taux de sucre sanguin notamment, mais surtout intéressant pour prévenir et traiter les complications chez les diabétiques, neuropathie, polyneuropathie. L'acide alpha-lipoïque a une action de limiter la dégradation de la myéline, qui est la gaine qui entoure les cellules nerveuses. Cette gaine est plus facilement dégradée chez les diabétiques suite à un taux de sucre trop élevé durant trop longtemps. Et donc, ça peut entraîner alors des douleurs neuropathiques fortes. Et l'acide alpha-lipoïque est intéressant dans ce cadre-là, dans ces polyneuropathies, même dans des parasthésies, dans des jambes sans repos. Pas hésiter à augmenter les dosages, j'y reviendrai certainement par après. L'acide alpha-lipoïque est également un partenaire minceur. Il va activer la MP kinase, qui est une enzyme qui notamment maintient l'équilibre entre la consommation et la production d'ATP, ce qui permettra de stimuler le métabolisme en encourageant les muscles à transformer le glucose et transformer les graisses stockées en énergie. Et donc, ce qui permettra alors à notre corps d'augmenter ses dépenses et de mieux brûler ses calories. L'acide alpha-lipoïque est également un excellent chélateur de métaux. Il va jouer le rôle de scavenger, d'un éboueur, c'est-à-dire qu'il va se lier aux métaux lourds au sein de notre organisme et les faire véhiculer jusqu'à les portes de sortie, donc les éliminer de manière naturelle, ce qui permet alors du coup de lutter contre les intoxications aux métaux lourds. Une méta-analyse qui a regroupé 24 études et a montré qu'une supplémentation en acide alpha-lipoïque permettait de diminuer la glycémie à jeun, la résistance à l'insuline, l'hémoglobine glyquée, les triglycérides et le cholestérol même, cholestérol LDL et le cholestérol total. On retrouve l'acide alpha-lipoïque chez nous dans le dinalipoïque, qui va contenir 400 mg d'acide alpha-lipoïque. On propose chez nous la forme
racémique R et S, 50-50, effet donc protecteur des mitochondries, préventif et bénéfique dans les neuropathies, protecteur neurologique également. On va le conseiller à raison de 2 comprimés par jour, et bien pour son effet antioxydant, chélateur de métaux, ce sera des dosages suffisants. On peut monter à 4 comprimés sans hésiter dans des neuropathies, polyneuropathies, jambes sans repos ou des parasthésies, pas hésiter à plutôt travailler avec 2 fois 2 comprimés par jour. On va prendre l'acide alpha-lipoïque idéalement à jeun ou entre les repas. On a une plante que je présente aussi, le thé, la Camellia sinensis, le thé vert, un arbuste toujours vert dont la petite taille est maintenue par culture pour faciliter la récolte. C'est un arbuste originaire de Chine et du nord de l'Inde. Elle est composée, ce thé vert est composé essentiellement de polyphénols, surtout les catéchines, les EGCG, donc les épigallocatechines galates, dont on parle souvent quand on parle du thé vert. Contient aussi d'autres polyphénols comme la quercétine, la camphérol, certains tanins, la théarubigine notamment, va contenir de la théine, de la caféine, j'y reviendrai après, de la théophyline, de la théobromine. Le thé vert contient aussi des acides aminés au nombre de 19, dont la théanine, principal acide aminé du thé, et d'autres constituants moins abondants, mais non moins importants, hein, comme des vitamines, la vitamine C, les vitamines de la famille DB, protéines, caroténoïdes, etc. Les polyphénols, eh bien, c'est essentiellement ces catéchines hein, dont on parle tout le temps, les EGCG. Ce sont des polyphénols hydrosolubles aux effets bénéfiques sur le système cardiovasculaire, sur la réduction du poids, sur une protection aussi du stress oxydant, donc un effet antioxydant, un effet relaxant aussi de l'EGCG qui est intéressant. Caféine, théine du thé vert, eh bien oui, le thé contient de la théine, mais il faut savoir qu'en réalité, la théine, la caféine sont en fait la même molécule. La théine et la caféine sont des stimulants du système nerveux central. La différence est que entre le thé et le café, c'est qu'il y a des tanins dans le thé et pas dans le café. Les tanins contenus dans le thé lient l'effet de la théine. Cela signifie que la théine est libérée dans le sang de manière uniforme sur une durée plus longue, pouvant aller jusqu'à 6 à 8 heures, comparé à la caféine du thé, qui est donc comparé à la caféine du café, qui est donc présente elle dans le café et qui est lâchée beaucoup plus rapidement, produisant ainsi un pic d'intensité sur une durée de 2-3 heures. Et donc le café a effectivement plus cet effet coup de fouet, comparé alors, on dit souvent que le thé stimule sans énerver. C'est dû essentiellement alors au tanin que le thé contient comparé au café. D'autres types de tanins contenus dans le thé et qui va dans le même sens et donc qui va accentuer cet aspect relaxant, ce sont les théarubigines. Les théarubigines ont tendance donc à réduire l'effet de la caféine hein, sur l'organisme. Lorsqu'on infuse le thé, la caféine est libérée en premier avant les tanins. Et c'est donc dans le début de l'infusion que le thé est plus excitant. Ensuite, les théarubigines sont libérées et vont réduire l'action de la caféine, l'action excitante de la caféine sur le cerveau. Et donc, pour maximiser l'effet stimulant d'un thé, mieux vaut le boire infusé de moins de 2 minutes. Autre aspect
d'autres acides aminés. Ici, c'est la théanine du thé qui est intéressant et qui va renforcer toujours cet aspect relaxant du thé et donc contrebalancer les effets de la caféine. Tout ça pour signaler que l'excitabilité du thé est beaucoup moins importante que celle du café. Le mode d'action de Camellia sinensis, du thé vert, c'est essentiellement dû à ces polyphénols associés à la théine. Les polyphénols et la théine vont stimuler la thermogénèse, c'est-à-dire en fait qu'on va augmenter la dépense d'énergie. On va limiter aussi l'absorption des graisses au niveau intestinal. On va stimuler la lipolyse, c'est-à-dire donc la dégradation des graisses, ce qui aura pour conséquence de déstocker et de mieux brûler les graisses et nos calories. Le thé vert réduira aussi la glycémie, permettra aussi d'augmenter la sensibilité à la leptine, une hormone qui régule l'appétit et qui agit comme un régulateur de la faim. Un très bon antioxydant dû à ces EGCG, donc ces polyphénols que le thé vert contient, mais aussi dû à la vitamine C que le thé vert contient. Et le thé vert va aussi soutenir la circulation et augmenter donc la santé cardiovasculaire, dû à la présence de polyphénols qui joueront le rôle de prébiotiques. Il va améliorer aussi notre microbiote. Voilà notamment les modes d'action du thé vert. Plante, le mûrier blanc, autre plante, c'est un petit arbre à feuilles caduques composé, je m'arrêterai juste à son 1-DNJ. C'est un composé actif très intéressant chez cette plante. C'est un iminosucre. Le DNJ, composé actif, donc, est un iminosucre qui a donc cette structure proche de celle du glucose. Cet iminosucre va alors occuper le site des glucosidases et inhiber leur activité, ce qui limitera alors l'absorption du glucose. De nombreuses études ont été menées sur cette plante et ont permis de confirmer l'usage du mûrier blanc pour réduire la glycémie postprandiale. Notamment, certaines études ont confirmé une diminution de 40% de cette glycémie postprandiale après 2 heures quand on utilise un extrait dosé à 12,5 mg de DNJ et qu'on l'utilise par jour. On réduit donc cette glycémie postprandiale, on limite les pics d'insuline, on favorise la satiété, on améliore aussi le microbiote grâce à son action prébiotique du mûrier blanc. Le sureau noir, on connaît tous cette plante, je la mets aussi en évidence. Petit arbuste à feuilles opposées qu'on connaît, corymbe dont le parfum est délicat. On connaît les baies qui sont gorgées de jus violacé. On retrouve partout, c'est une plante envahissante en Europe. Je propose ici plutôt ses fleurs. De par sa composition, intéressante, je le dirai par après, donc composée en huile essentielle, et surtout ici, je rejoins le thé vert en polyphénol, rutoside, isoquercétine, hyperoside. On va retrouver aussi des mucilages, des tannins dans les fleurs de Sambucus, donc de sureau. Propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, propriétés dépuratives, diurétique, diaphorétique, c'est-à-dire donc qu'on va éliminer les déchets via les urines. Diaphorétique, on va aussi éliminer les déchets par la transpiration. Plante intéressante et très bénéfique en cas de rétention d'eau. Cette plante va aussi, de par les polyphénols qu'elle contient, améliorer le microbiote et va limiter l'absorption et le stockage des sucres et des lipides. On a donc un effet avec les fleurs de sureau sur la glycémie, sur la perte de poids et
et une perte de graisse aussi abdominale. Certaines études l'ont bel et bien confirmé. Une bactérie que je mets en évidence, Lactobacillus gasseri, une bactérie naturellement présente dans notre intestin, dans les voies urinaires, dans le système génital. Elle joue le rôle de probiotique. C'est un des probiotiques qui a été le plus étudié, pas nouveau, depuis des décennies déjà, efficace dans la perte de poids et pour cibler la diminution de graisse abdominale et viscérale. Elle a un rôle classique des probiotiques. Elle a un rôle plus spécifique et donc la Lactobacillus gasseri a un rôle plus spécifique d'encourager la perte de poids, d'aider à réduire la graisse abdominale et viscérale. Elle aura aussi un effet sur la sensibilité à l'insuline, sur la glycémie, un effet aussi d'augmenter la sensibilité à la leptine et donc de mieux gérer, de faire en sorte de mieux gérer son appétit. On a donc mis en place un produit qui va permettre justement de retrouver ces 4 dernières substances citées précédemment, du thé vert hautement titré en polyphénol et 50% de GCG, du sureau noir, ce sont les fleurs, du mûrier blanc titré en DNJ, et cette lactobactérie gasseri, plus de 10 milliards par comprimé. Cette association va se retrouver dans un produit chez nous qui s'appelle Promince, qui va stimuler le déstockage des graisses, permettre de mieux brûler les calories et mieux perdre du poids. On va l'utiliser à raison de 2 comprimés par jour. Dans une stratégie pour avoir un effet donc sur cette perte de poids, le Promince sera intéressant avec le thé vert, le sureau, le mûrier blanc, la gasseri qui vont avoir un effet sur la thermogénèse et un effet brûleur de graisse. On régule la glycémie également avec ces 4 substances. On aura un effet sur le microbiote, un effet sur l'élimination des déchets, donc un effet dépuratif, un effet sur la satiété du thé vert, mais aussi de la L-gasseri et du mûrier blanc, et un excellent effet aussi antioxydant. Pour résumer, on a quelques solutions naturelles, quelques compléments qu'on peut proposer pour mieux gérer le métabolisme des glucides. On demandera évidemment aux patients de s'impliquer dans la modification de son hygiène de vie. On en a parlé, ça passe par l'alimentation, par de l'exercice physique. Pour rectifier le tir sur une légère élévation de la glycémie, pour rectifier le tir, on a la cannelle, le banaba qu'on retrouve dans le glycéphite, qu'on va proposer à raison de 2 comprimés par jour. Pour limiter les envies de sucre et pour limiter les fringales, on a le Gymnetab avec le Gymnema sylvestri, ces pastilles à sucer en cas d'envie de sucre. Pour limiter les complications chez le diabétique débutant ou avéré, on a le dinalipoïque avec l'acide alpha-lipoïque. Et pour mieux gérer son équilibre pondéral, son surpoids, le Promince sera une bonne solution, une bonne combinaison de plantes. Je termine ici la présentation. J'espère ne pas avoir été trop long non plus. C'est parfait. Merci beaucoup, Olivier. Merci pour cette intervention. Je vais te laisser la parole. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a tous plu. Je vois qu'il y a déjà quelques petites questions qui ont été posées. Avant ça, je vais juste passer par une rapide présentation de la plateforme Simplicure, donc qui a offert ce webinaire.
Donc rapidement, SimpliCure, pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler, c'est une plateforme qui permet aux professionnels de santé de facilement recommander les labos de leur laboratoire favori au même en un seul endroit. Donc pour que ce soit plus concret, je vais vous partager mon écran. Comme ça, je vais pouvoir rapidement vous montrer en quoi consiste notre plateforme. Donc dites-moi si vous voyez bien mon écran. Je considère que c'est bon. Donc, quand vous arrivez sur simplicure.com, vous arrivez sur cette page d'accueil et vous pouvez donc accéder à votre compte. L'idée, donc, c'est de faire des recommandations à vos patients, à vos clients. Et vous retrouvez également tous nos webinars. Donc, comme celui qui a animé aujourd'hui Olivier, ils sont tous ici. Vous avez aussi accès à nos prochains webinars. Donc pour ce qui est des recommandations, il suffit de créer une recommandation juste ici en haut à droite. Vous pouvez ajouter votre client, celui de votre choix. Donc moi, je fais un test, mais ce sera à vous de mettre les vôtres. Et vous pouvez ajouter les produits que vous souhaitez recommander. Vous pouvez soit directement chercher votre produit, sinon utiliser les filtres. Donc aujourd'hui, on a vu les produits d'Inarop. Vous pouvez les retrouver directement ici. Voilà, on reconnaît certains produits dont Olivier nous a parlé. Vous pouvez les ajouter au panier. Hop. Et avant ça, vous pouvez aussi voir le détail de chacun des produits avec les instructions de prise, la posologie, les contre-indications, tout y est détaillé. Donc voilà, je passe rapidement sur les autres filtres, mais vous avez les formats, les objectifs de santé, les allergènes, etc. Donc, vous pouvez également nous faire la demande de nouveaux produits s'il y en a que vous estimez pertinents et qui ne sont pas sur notre catalogue. Une fois que vous avez ajouté les produits de votre choix, vous pouvez faire retour à votre recommandation. Vous avez ici le résumé. Vous pouvez bien sûr moduler la posologie, des petites informations précises, etc. Et vous avez le tableau récapitulatif des apports, notamment le dosage maximum autorisé. Si jamais il y avait un surdosage, ce serait affiché en rouge. Voilà. Également, ce qui est intéressant chez SimpliCure, c'est que vous avez 10% sur votre recommandation à partager entre vous et votre patient. Ça, c'est à vous de décider. Et ensuite, je vais vous montrer rapidement ce que reçoit votre patient quand vous lui envoyez. Hop. Pour que vous puissiez bien voir. Hop. Normalement, je vous ai partagé le nouvel onglet. Forcément, ça charge. Ça n'a pas bien marché, mais bon, je vous montre. Ici, vous avez le produit normalement que vous aurez recommandé, le total pour le patient, et il peut payer en 3 fois. Et il y a également des réductions sur les frais de livraison, une réduction à partir de 59 € et à partir de 89 €. C'est gratuit en point relais. Donc là, vous avez vu l'ensemble du processus pour les recommandations. Rapidement, il y a quelques autres onglets auxquels vous pouvez avoir accès sur SimpliCure et surtout celui de l'historique des recommandations qui vous permettra, vous, en tant que professionnel de santé, d'améliorer votre suivi puisque vous pouvez voir toutes vos recommandations quand elles ont été envoyées et aussi lorsque vos patients les ont commandées. Voilà, j'espère que c'était clair pour cette petite présentation. Donc, comme je l'ai dit, SimpliCure, ça regroupe plus de 90 laboratoires, donc 1600 produits. Voilà, n'hésitez pas à aller les voir sur notre plateforme. En tant que praticien, vous, ça peut vous faciliter la vie puisque vous n'avez qu'à recommander à un seul endroit, ce qui facilitera aussi la vie de vos patients en lui réduisant les frais de livraison, mais aussi en évitant de se rendre sur plusieurs sites, par exemple. Et pour rappel, la plateforme SimpliCure, elle est gratuite. Donc, il suffit de vous rendre sur le site simplicure.com et de créer un compte. Nous, on vous accompagnera dans la mise en place de votre compte. Donc, voici. Ça, je viens de vous le dire. Pour ce qui est de nos prochains webinaires, n'hésitez surtout pas à y participer. Donc, jeudi prochain sur l'endométriose
et encore un autre webinaire le mardi 23 sur l'arrêt de la fonction ovarienne, comment réduire les troubles par des solutions non hormonales. Voilà, et donc maintenant, on va passer aux questions-réponses, si c'est bon pour vous, Olivier. Je ne sais pas si vous avez le temps de regarder rapidement. Oui. Oui. J'ai vu une question, donc je vais les prendre par ordre. Est-ce qu'on peut donner Alertab aux enfants? Alertab, quercétine, grand plantain, dans le cadre des allergies, je le rappelle, pour ceux qui n'avaient peut-être pas pris le webinaire dès les premiers instants. Oui, tout à fait. On peut le donner à partir de 3 ans, sans problème. Après, l'Alertab est sous forme de comprimé. Donc, l'idéal, c'est que les enfants sachent les avaler. Sinon, pour les enfants vraiment en bas âge, à partir de 3 ans, aucun souci pour le donner. Alors, il faudra écraser les comprimés et les mélanger avec un peu de nourriture. Alors, de manière générale, sauf si c'est spécifié sur nos fiches thérapeutiques, les dosages sont indiqués pour les adultes. Si on donne nos produits comme l'Alertab chez les enfants, on va diminuer le dosage par 2 si on donne ça à un enfant de moins de 12 ans. Si l'enfant a 3 ans, 4 ans, on va encore diminuer évidemment les dosages en fonction de son âge, quoi. Mais en dessous de 12. Mais par jour en aigu, on va en donner 3. Ou alors 1. Au lieu de proposer 2 comprimés en chronique, on va en donner 1 si l'enfant a 7, 8, 9, 10 ans par exemple. À partir de 12 ans, on peut très bien fonctionner avec des dosages d'adultes. Très bien, merci. On a aussi une question sur que pensez-vous de la berbérine? Oui, la berbérine, c'est aussi une plante qu'on utilise beaucoup dans les problèmes de glycémie. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'elle aura aussi un impact au niveau de cette gestion de glycémie, de ce taux de sucre sanguin. On l'utilise beaucoup, la berbérine. On en parle beaucoup. J'ai voulu justement essayer de rectifier un peu l'usage de la phyto sur d'autres plantes que la Berberis vulgaris. Mais c'est tout à fait une plante qu'on pourrait citer aussi dans la régulation de la glycémie, tout à fait. Ok. Ensuite, on a une question de Malika. L'acide alpha-lipoïque étant chélateur ne nécessite pas de prendre en même temps des cofacteurs suivant les phases 1, 2 et 3 de la détox des toxines. Chélateur de métaux, moi j'ai pas de souci à le donner en même temps que ces cofacteurs. Je ne donne pas l'acide alpha-lipoïque en même temps qu'une prise de fer, par exemple. C'est pour ça aussi qu'on le donne à jeun, pour qu'on ait vraiment un potentiel maximum sur l'aspect chélateur. On a toujours dans notre bol alimentaire des métaux lourds. Et donc, si on prend l'acide alpha-lipoïque en mangeant, on va diminuer son activité antioxydante. Mais pour revenir à la question, je n'ai pas de souci à le donner en même temps que ce cofacteur de la phase 1, 2, 3 de détox. Ok. Nouvelle question. Le thé vert comme le matcha est-il recommandé même pour les personnes souvent orthosympathiques? Et qu'est-ce qu'il en est de l'assimilation des nutriments? Quel meilleur moment de la journée pour le prendre? Ouais. Recommandé pour les personnes souffrant d'orthosympathique. On stimule la thermogénèse. Je n'ai pas de contre-indication à le proposer. Et par rapport à l'assimilation, je ne vois pas trop où est le problème. Je donne pas le thé vert le soir pour éviter son aspect excitant. Le soir, comme expliqué, c'est vrai qu'il est moins excitant que le café, mais chez certains patients, ça peut déjà exciter de trop.
Et c'est certainement la même chose avec le matcha dont Madame parle. Ok. Nouvelle question. Qu'en est-il du Promince pour le cas d'une personne qui, en plus d'un prédiabète, contracte un SIBO et un candida, étant donné qu'on évite les probiotiques en cas de SIBO? On évite les probiotiques en cas de SIBO, ouais, je dirais peut-être ça dépend lesquels. En cas d'une personne qui est en plein, je devrais me renseigner, pour être franc avec vous, auprès du corps médical pour voir si cette lactobactérie est vraiment contre-indiquée, donc la Lactobacillus gasseri est vraiment contre-indiquée en cas de SIBO. Je ne vais pas m'engager sur une réponse, mais je peux tout à fait revenir là-dessus en demandant aux médecins conseils qui collaborent avec nous du type de probiotiques, j'ai envie de dire, mais je ne suis pas assez formé en cas de SIBO, donc je ne vais pas me lancer dans une réponse trop hâtive en tous les cas. C'est très compréhensible. Voilà, je préfère être franc et j'ai mes connaissances qui sont évidemment limitées et j'ai pas peur de le dire. Question suivante. Les plantes utilisées, donc je suppose dans les produits d'Inarop, sont-elles de qualité biologique? Non. C'est un argument qu'on met en évidence, mais sachez que tous nos extraits secs, tous nos plantes sont analysés au niveau des produits chimiques, au niveau des métaux lourds, au niveau des pesticides, autant une analyse de matière entrante que matière sortante, mais on n'a pas le label bio sur nos extraits secs. Ok. Mais j'ai aucun souci à garantir que nos produits sont exempts de tout pesticide ou autres métaux lourds, quoi. Très bien. Encore une question. Plantes et médicaments classiques, comment se fait la combinaison entre les deux? Plantes et médicaments classiques, on les donne en même temps. J'imagine que les plantes et médicaments, j'imagine que c'est les hypoglycémiants qu'on pourrait prendre en même temps que la cannelle ou d'autres plantes. J'imagine que c'est comme ça, que c'est par rapport aux hypoglycémiants, j'imagine que la question est fournie. On va les prendre en même temps que son traitement hypoglycémiant classique, tout en surveillant évidemment sa glycémie, ce que l'on fait souvent de manière très, très régulière, et voir avec son médecin si on doit adapter certains dosages médicamenteux ou de plantes, par exemple. Ok. Et la question suivante est dans la continuité. Dans quelle mesure les plantes sont-elles hypoglycémiantes? Eh bien, de plusieurs manières différentes. C'est un peu ce que j'expliquais sur les différents slides. Chaque plante va avoir une action au niveau de favoriser l'activité de l'insuline. On va travailler sur l'absorption des sucres au niveau intestinal, sur l'alpha-amylase, donc de plusieurs manières différentes, on arrive à avoir un impact sur ce taux de sucre sanguin au sein de notre organisme. C'est un peu les modes d'action que j'ai essayé de mettre en place, il me semble, non, au sein de la présentation. Mais je peux revenir sur certains slides. Je ne sais pas si vous voyez. Non, mais je pense que ça a déjà éclairé un peu, même par rapport aux réponses aux questions qui ont été faites précédemment. On avait aussi une question sur le régime paléo pour réserver la résistance à l'insuline. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, le régime paléo, je n'ai pas beaucoup d'informations à vous fournir. Je ne suis pas le spécialiste. Ça sort également de mes cordes. Je traite surtout via la phytothérapie. Et c'est vrai que ce type de régime, je laisserai plutôt les spécialistes, les nutritionnistes en dire plus long. Vous ne pas pouvoir y répondre, mais je préfère être.
Il n'y a pas de souci. Les questions suivantes, il y en a deux qui sont sur les formats. Première question, sous quelle forme les plantes pour la régulation de la glycémie est-elle meilleure? Donc en gélule, en liquide, etc. Et une seconde question, peut-être que vous pourriez enchaîner, sur l'effet des comprimés, est-il comparable aux effets du gargarisme? À l'effet des… À l'effet du gargarisme. Alors, répétez un peu la question au début. Sur la première question, c'était sous quelle forme les plantes pour la régulation de la glycémie est-elle meilleure? Donc, est-ce qu'on préfère les gélules ou les formats liquides? Ça, c'était la première question. Tout est une histoire de dosage, en fait. Moi, j'aime des extraits secs qui sont faciles à utiliser sous forme de comprimés, faciles à doser en composés actifs. Les plantes sont efficaces, mais il faut qu'elles soient bien dosées en composés actifs. Et donc, que ce soit, j'ai envie de dire, même sous forme de comprimés, sous forme liquide, sous forme de gélules, l'important sont les dosages et la concentration en composés actifs qui m'importe. Ok. Et du coup, sur l'effet des comprimés, est-ce qu'il est comparable aux effets du gargarisme? Ah, du gargarisme, je n'entendais pas bien. Oui, voire même, on veut dire par là, ouais, est-ce que c'est comparé au gymnéma? Peut-être parce que l'étude avait été menée sur le fait d'utiliser le Gymnema sylvestri en gargarisme suite à une prise de sucre avant et après. J'imagine que c'est ça. En fait, gargariser la bouche, c'est pour avoir ce contact avec les papilles gustatives. Et donc si on utilise le Gymnema sylvestri en se gargarisant, ou si on utilise les petites pastilles de Gymnema sylvestri que l'on propose dans le Gymnétab en les suçant au niveau de la langue, on aura le même effet recherché. C'est l'effet anesthésiant au niveau des papilles gustatives qu'on recherche. Du pareil au même, avec l'avantage que sous forme de comprimé, eh bien moi, je peux confirmer qu'on a un dosage en acide gymnémique bien déterminé. Si on se gargarise avec des feuilles de Gymnema sylvestri, je ne sais pas trop à quel dosage l'acide gymnémique est présent dans les feuilles qu'on retrouvera de manière naturelle. Donc voilà pourquoi on a fabriqué justement, au lieu de mâcher les feuilles de Gymnema sylvestri qu'on pourrait conseiller à un patient pour limiter ses envies de prise sucrée, on a créé ces petites pastilles qui permettent justement de laisser fondre dans la bouche. Donc ce ne sont pas des pastilles à avaler, vraiment les laisser fondre au niveau de la langue pour avoir ce contact avec les papilles gustatives. Ok. Petite question sur les enfants. Y a-t-il une prescription pour les enfants qui ont développé une addiction au goût sucré? Y a-t-il une prescription? Y a-t-il une contre-indication à l'utiliser? Ça serait plutôt dans ce sens-là? Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là ou des compléments à conseiller pour des enfants qui ont développé une addiction au sucre. Y a-t-il? Mais je ne le vois pas cette… C'est dans les discussions publiques, à côté de Q&A. Okay. Y a-t-il une… Je vais peut-être revoir. C'est au milieu des questions. À peu près. Une prescription pour les enfants qui ont développé… Ah, y a-t-il… Ouais, j'imagine que c'est aussi par rapport à certains dosages qu'on pourrait donner. Est-ce qu'on peut donner le Gymnétab, le Gymnema sylvestri à des enfants? Oui, on peut le donner à partir de 6 ans. On peut donner le Gymnema sylvestri. On va aussi l'utiliser comme on le donne chez l'adulte, le faire prendre ces pastilles en les suçant au niveau de la langue. Attention, parce que ça a un goût quand même. Moi, je demande aux patients de le tester, en tout cas prévenir ces patients que ce Gymnema sylvestri a un goût très amer, a un goût qui va vraiment fortement imprégner nos papilles gustatives. Et en plus, ce goût amer est souvent très mal perçu par les personnes qui aiment le sucre.
Les personnes qui aiment le sucre n'aiment pas la mer. Et donc, le patient qui prend des fois le Gymnétab peut faire la grimace. Mais l'idée, c'est vraiment de prévenir son patient en disant on va vous donner quelque chose pour vous éviter les envies sucrées. Ça a un goût très spécifique. Prenez-en d'abord un matin, un midi, un soir pour, je vais dire en quelque sorte, s'habituer et ne plus être surpris par ce goût. Et puis après, en fonction des envies de sucre qu'on a, le Gymnétab, certains diront on va prendre ça après le repas du midi parce que c'est là où on a envie d'un dessert, c'est là où on a envie d'une note sucrée. D'autres diront moi je prends plutôt le Gymnétab devant la télé parce que c'est là que j'ai envie plus de prendre des bonbons ou une note sucrée. Donc en fonction des envies, par après on peut le prendre. Chez les enfants, prescription pour les enfants, pour revenir à la question, aucun souci. On peut le donner à partir de 6 ans. On adapte les dosages. Je ne vais pas en donner 10 par jour chez les enfants non plus. Faut être raisonnable. L'effet, c'est aussi intéressant, c'est vrai que j'aurais pu en parler, mais souvent on me pose la question, l'effet du Gymnéma sylvestri, souvent on a un effet anesthésiant des papilles gustatives qui va durer 10 à 15 minutes. Donc c'est vrai que c'est juste pour ce moment où on a envie de sucre, si on prend une note sucrée, malgré tout, ce sucre n'aura pas du tout le même goût et ne va pas donner envie d'en prendre plus en fait. Et donc le laps de temps, je ne sais pas si c'est pas une question peut-être, mais souvent ça m'est posé, le laps de temps quand on prend le Gymnétab, de 10 minutes, un quart d'heure, cette anesthésie des papilles gustatives. Merci beaucoup. On approche sur la fin des questions. Encore quelques-unes. La camélia est-elle contre-indiquée pour les personnes ayant une carence en fer? Pardon, oui. Oui, c'est vrai que le thé peut accentuer cette carence en fer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut l'avoir en tête. Exact. Ok, une question qui est peut-être la dernière. Quels sont les protocoles? C'est vrai que c'est une question qui m'est souvent posée. Le réglisse qui est contenu dans le Gymnétab est un arôme de réglisse. C'est pas de l'extrait sec, donc ça n'a pas un impact sur la tension artérielle. Ok, très bien. Je l'ai vu défiler, mais... Oui, non, vous avez raison. Et je crois, du coup, dernière question, quels sont les protocoles pour toutes ces plantes et comment les conseiller? Est-ce qu'on peut les utiliser en concomitance? Après, on ne peut pas tout donner, on ne doit pas tout donner. Faut faire des choix. Ça dépend un peu de l'accent sur lequel on veut appuyer le traitement. Si on a un patient avec un taux de glycémie qui commence à s'élever, eh bien, je me dévierai plus vers le glycéphite de base. Si le patient se dit en plus, oui, mais moi j'ai du mal, j'ai des pulsions sucrées, je pourrais associer le Gymnétab en fonction des envies sucrées. Mais si le patient se plaint pas outre mesure d'une envie de perte de poids, je ne vois pas pourquoi aller lui donner le Promince, ou si le patient n'a pas de problème neuropathique ou besoin d'un antioxydant neurologique, on n'est pas obligé de donner l'acide alpha-lipoïque non plus. Il y a des choix évidemment à faire en fonction de la pathologie et du traitement qu'on veut vraiment donner. Mais c'est vrai que pour réguler une glycémie, je mettrai en évidence d'abord des plantes qui vont limiter le taux de sucre sanguin. C'est pour ça que dans mon dernier slide, j'ai essayé de reprendre un peu, faire attention à son alimentation, je pense que tout le monde pourrait le faire. Diminuer le taux de sucre sanguin, c'est avec le glycéphite. Si le patient se plaint d'envie de sucre, c'est plutôt le Gymnétab. Si on a une activité antioxydante neurologique qu'on veut chercher, parce que complications neurologiques chez un diabétique, c'est plus l'acide alpha-lipoïque, donc le dinalipoïque. Et si le patient est en surcharge pondérale, on a un produit qui est tout fait aussi dans ce sens-là. Maintenant, bon, si le patient a un traitement privilégié par rapport à un autre.
Très bien, merci beaucoup Olivier. Je crois qu'on arrive à la fin des questions qui nous ont été posées. Merci à tous d'avoir participé à ce beau webinaire. Merci beaucoup Olivier pour votre intervention. Et puis je vous dis à jeudi prochain pour un nouveau webinaire. Au revoir. Merci à toi. Au revoir à tout le monde. Au revoir tout le monde. Je coupe.